Petit, je me rappelle avoir été bercé par les contes. Les histoires du Petit Prince de Saint-Exupéry, de Little Nemo ou encore de Nasreddin Hodja, ce fou qui était sage, personnage mythique de la culture musulmane. Plus tard, étudiant en communication à Bruxelles, j'avais envie d'emmener un petit bout de chez moi dans la capitale. C'est alors que je me tournais vers Eric, conteur tout particulier de ma région montoise. Bonjour à terre tous, Douchy chez Eric Wattier. Je suis Douchy, pas dire le micro, parce que je raconte et je cante un picard de coin du pays des pas de l'Aïou. Quand j'avais 10-12 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre parlage, qu'il y avait un autre parler qui circulait encore dans la famille, chez certaines personnes du village, et que c'est ni le même parlage qu'à l'école, et qu'à la télévision, par exemple. Et c'est comme ça que j'ai commencé à collecter des histoires autour de moi dans le village, à les garder en mémoire et aussi à cultiver le dialecte local. Ma curiosité piquée à vif, je me décidais à me glisser dans une séance de contes. Alors chez je suis de Blaton. Blaton, chez Niel Borina, chez les pas de l'Aïou, c'est au nord de la Haine. Et dans ce village-là, on est spoté les Nours Boudens. Les ventres noirs. Pour qu'est-ce qu'on nous a spoté les Noirs Boudens? Eh ben, il y a plusieurs versions. Il y a des gens qui disent que je sais pas ce qu'il y a quand même une masse de gens à Blaton, à Bernissard et compagnie, Archie et tout, qui d'alluine te bouter à Fosse. Quand on a la bouté à Fosse, on a revenu à Biesseur avec de le pourrette de carbon, de carbon, pas de zous commis, et même d'as caleçon. Et donc, on se frottoie pour se décraper de le pour de carbon. Il y a une autre version qui dit, en fait, c'est niais Poucha. Non, ça n'est niais, ou peut-être une millette, ça n'est niais à cause de le pourrette de carbon. Je sais parce que les gens de Blaton, ils avaient des coutumes, une miette bizarre. Parce que ces gens-là, ils n'ont été vraiment bien évangélisés. Les gens, Blaton, ils avaient une coutume à eux, et nier danger de curé pour se morier, pour s'enterrer, ou pour quand il y a un jambo qui vit au monde et qu'on veut le baptiser. Et on ne se souvient plus des autres rituels, mais on se souvient bien du baptême qui a lieu à Blaton. Le jambo, le petit Q, on le met sur le tôle de la cuisine, tout nu. Comme on vit au monde, hein, tout nu, tout nature. Et on perdoit un noir candelle bien rustique comme il y avait à l'époque. Hein. Et on allume le candelle, on laisse couler 2-3 tchats de chire bien fondu sur le boutroule du jambo, on stick le candelle et elle devoir se consumer, ce coup de bout, scalayer un noir trash sur le boutroule, sur le nombril, sur le boudin du jambo, d'où le surnom de Noir Boudin. J'avais aussi envie d'en apprendre un peu plus sur la langue picarde. Je me suis alors tourné vers Corinne Cordier, une amie d'Éric qui a réalisé un travail de mémoire en philologie romane sur le thème d'Henri Raveline. Henri Raveline, c'est un intellectuel de la région qui, pendant toute sa carrière de médecin, a compilé des textes borains. Le borin, c'est un dialecte picard. Historiquement, la langue picarde, elle s'étend sur tout le nord de la France, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les Hauts-de-France, et aussi sur tout l'ouest de la Belgique, donc de Comines, jusque entre Mons et la Louvière. C'est là que s'arrête la langue picarde et qu'on arrive dans le wallon. C'est une langue régionale et donc qui est composée de différents dialectes. Donc on va trouver évidemment pour Mons-Borinage le borin, on va trouver le rouchy plus dans la région de Valenciennes et on va trouver aussi le ch'ti plutôt dans la région de Lille. Et donc entre ces différents dialectes issus du picard, enfin ces dialectes picards même, on peut très bien se comprendre, donc, puisque les mots sont les mêmes,
Les phénomènes linguistiques sont aussi à peu près les mêmes. Ça va être dans la prononciation, vraiment plutôt fine, qu'il va y avoir des différences, mais qui ne vont pas entraver une bonne compréhension. Donc évidemment, c'est pas l'enfermement sur un village ou sur c'est un point de départ. C'est pas le fait de pouvoir de s'enfermer dans un esprit de clocher ou dans une culture moribonde qui vit ses derniers soubresauts. Donc ça donne plutôt envie d'aller découvrir les Visins. Il y a de nombreux peuples, de nombreuses cultures où on cultive les langues populaires, les dialectes. Et je suis content que ces parlers régionaux, eh bien, il y a des gens venus d'autres pays que la Belgique, de parfois bien loin, et qui ont un profond attachement pour ce parlage-là. Ich am Volker, et j'ai vraiment d'affaires à partager avec eux et avec tous. Je wilt maar schonk maar schee a brère, berat het praat Norvera. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Je fait au froid le tiers, dat ja qui zerasco froid. Je fait au froid le tiers, dat ja qui zerasco froid. Tieni Joseph, tieni Hilaire, tieni Marie, tieni Clara. Tieni Joseph, tieni Hilaire, tieni Marie, tieni Clara. C'est le feu qu'on allumera de l'air qu'avec du beau nos kerkras. C'est le feu qu'on allumera de l'air qu'avec du beau nos kerkras. Accouplez-vous, ça d'avoir l'air, parce qu'à Bérat, on a les bras. Tra-la-la-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Je me demandais alors, comment cette langue avait-elle disparu du langage courant et comment perdurait-elle aujourd'hui ? Il a fallu passer au-dessus de l'oubli, du conformisme, de la gêne à parler une langue populaire. On a considéré culturellement que les dialectes étaient des langues faibles, des langues qui étaient utilisées par les classes populaires, ouvrières, par les paysans, et qu'il ne pouvait pas y avoir d'ascension sociale si on ne passait pas au français standard. Et c'est pour ça que j'emploierais pas strictement le mot de domination. Ce serait plutôt une forme d'aliénation, mais le mot est encore un peu fort, mais simplement que les gens se sont conformés aussi parce que c'était avec l'idée qu'on leur vendait du progrès, de l'ascension sociale. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer Florian Duc, un auteur dialectal, un poète, mémoire de la culture ouvrière, de la culture régionale à Blaton. Un jour, il est venu très gentiment, il a croisé mon papa sur le marché et il a dit « Vos garçons, il me dit qu'on ne causiez pas toi vos maisons. » Et pourtant, ça lui fera plaisir. Et je sais bien que vous, Raymond, vous savez bien causer. N'hésitez ni à causer pas toi avec votre jambeau. À partir de ce moment-là, j'ai eu beaucoup plus d'échanges et j'ai appris des choses de mes parents. Le conteur, c'est un passeur de mémoire. Il a un rôle de transmission. C'est-à-dire qu'à la fois, il va récolter des histoires qu'il a lui-même entendues, qui lui viennent de sa famille, qui lui viennent de son entourage, ou qui lui viennent de ses voyages. Et toutes ces histoires, il va les garder et il va aussi les raconter, il va les augmenter, il va apporter aussi sa propre matière et son propre vécu au conte. Et donc, c'est une tradition orale qui se véhicule de génération en génération et qui, tout en gardant un fond commun, que ce soit un fond culturel, un fond historique ou philosophique, qui va aussi, à chaque génération, se renouveler et s'enrichir de l'apport du conteur. Il y a quelque chose que j'ai à l'esprit à chaque fois que je raconte quelque part à un groupe. C'est déjà que l'histoire, elle n'existe que parce qu'il y a des gens venus pour l'écouter. C'est ça qui l'a fait vivre, qui en fait vraiment un être vivant. Et que dans l'assemblée, j'ai toujours la perception ou une pensée, je dirais, pour des gens que j'ai connus et qui ne sont plus. Et avec qui on a eu des échanges pour ces histoires, ou qui m'ont apporté des histoires. Donc, sans vouloir faire du mysticisme, quelque part, les morts sont avec les vivants à chaque fois qu'on raconte des contes, pour moi.
À Blaton, j'ai connu une vieille ma tante, Félicia Delgardinière, qui croyait aux sorcières, aux arvenants, aux loups-roux, et tout ça, dur comme fier, chez toi, ça faisait partie de ce vie. Elle avait des médailles de Saint-Benoît, elle mettait du C béni sur le soil de ce maison, pour que les mauvais gens, les sorcières et les sorciers, ne rentrent pas chez elle. Et elle m'a appris quand même certaines choses. Un coup, j'ai demandé, dites, ma tante Félicia, avant qu'il ait eu des machines parlantes, comme vous disiez, c'est comme ça qu'elle disait pour les premiers gramophones qui ont eu dans les cabarets. C'était le progrès. Est-ce qu'il y avait des instruments spéciaux Elle dit, ah ben ouais, il y avait des gens qui jouaient de l'épinette. Souvent, sur le bactrie, sur les chantiers de batellerie, les bateliers, les bactiers, ils étaient réputés pour jouer de l'épinette. Mais n'y font que tous les ouvriers et les sacières, ils jouaient de l'épinette. Parfois, ils les fabriquaient eux-mêmes. Et quand j'ai demandé, parce que je ne l'avais jamais vu, parce que j'avais jamais vu cet instrument, que j'ai demandé à quoi est-ce que chaque chant noir, à quoi ça ressemblait une épinette. Ah bah achète-toi une planque avec des cordes, qu'elle m'a répondu. Il y a un village qui s'appelle Wanbeck. Les gens de Wanbeck, ils sont spotés les remplis de plire. Remplis de plire, ça veut dire remplis de pluie. Ils sont surnommés comme ça parce que ils avaient un canchon pour faire cueillir le plaie. Une chanson pour faire tomber la pluie. Les gens de Wanbeck, quand la sécheresse, quand elle sécrèche, elle toit là, elle plus trop long main, dit c'est bon, on va canter le canchon et on va danser, elle danse des remplis de plire. Et ils sortaient de chez eux avec des fourchets, avec des fourches. Et d'aluint, juste sur le côté du village où il y a 3 étangs. Ce sont les 3 étangs magiques de Wanbeck. C'est là autour qu'ils dansent et qui cantent, en faisant mine de menacer le ciel avec les dents de leurs fourches. Et puis la terre. Donc ça faisait un mouvement comme ça, très... Et quand il... Rapide pire ou je pique le tir. 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 Chaque manière de parler, donc que ce soit l'anglais, que ce soit les dialectes, ça peut être n'importe quelle langue, ça nous raccroche aussi à une manière de penser. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est extrêmement important, parce que j'ai l'impression parfois qu'on vit dans une époque où il y a de moins en moins de débats possibles, où il y aurait une manière de faire les choses, une manière de penser. Et voilà, donc je trouve que multiplier toujours les aspects culturels, c'est essentiel. J'aime pas trop, j'aime même pas du tout les histoires qui assènent une morale. Je préfère qu'on se demande plutôt, finalement, c'est quoi la morale de cette histoire, qui est sujet à réflexion. Un podcast de Mao Serfontaine sur fond de musique picarde d'Éric Wattier et de Anne Van Halen. Merci à Éric Wattier et à Corinne Cordier d'avoir prêté leur voix.